Il m'avait réservé un motel, même pas un hôtel, juste un Green View Inn en bord de route, avec des rideaux marrons et une machine à glaçons clignotante à l'entrée. J'ai reçu l'email de nuit avant la cérémonie de remise des diplômes. Johan, nous avons organisé ton hébergement. Marc et Leslie seront avec nous dans la suite du centre-ville. La limousine passe les prendre à 9h15. C'est tout. Aucune félicitation. Aucun, nous sommes fiers de toi. Juste une confirmation de réservation, et un silence éloquent. Marc est mon grand frère. Leslie est sa petite amie ou sa fiancée, je crois maintenant. Il est devenu associé junior l'an dernier dans un cabinet de taille moyenne à Boston. C'est le genre de réussite que mes parents, Richard et Linda Whittaker, savaient fêter. Propre, traditionnel, facile à vanter. Le droit, c'est parfait pour quelqu'un qui se marie avant 30 ans. Il cochait toutes les cases. Moi, j'ai quitté le programme de droit en 2e année et j'ai opté pour les systèmes computationnels et le commerce appliqué. J'ai commencé à créer des modèles, puis lancé un petit projet pilote en IA via un incubateur à but non lucratif. Mon père avait appelé ça « du bricolage tech en freelance » la dernière fois que je lui en ai parlé. Il avait regardé mon CV pendant à peine 15 secondes et dit « ça manque de direction ». Alors non, le motel ne m'a pas surprise. Mais ça faisait mal quand même. Je ne demandais pas grand-chose, même pas de fleurs, juste qu'on me traite comme si j'avais ma place. Je suis arrivée tard. La moquette sentait vaguement le lysol et la fumée de cigarette. Le réceptionniste m'a demandé si j'étais en ville pour un mariage. J'ai dit non. Puis je suis restée debout un moment dans la chambre, ma valise encore fermée. Ma toge de fin d'études était pliée dans le sac en plastique de la boutique du campus. Personne ne s'était proposé pour la défroisser. Personne ne m'avait demandé ce que je comptais porter en dessous. J'ai sorti mon ordinateur portable et ouvert le tableau de bord du projet Athéna. L'interface a clignoté. 6 nouvelles écoles venaient de s'inscrire pour lancer des modules d'apprentissage en IA dans des zones défavorisées. J'ai consulté les données, les notes montaient, des enseignants demandaient des prolongations, et un petit mot m'attendait d'une élève nommée Maya, dans l'Ohio. Je n'aurais jamais cru pouvoir créer quelque chose d'intelligent. Merci. J'ai fermé les yeux un instant. C'est ce genre de travail que je n'évoquais jamais au repas. Il connaissait le GPA de Marc. Il publiait ses promotions, mais jamais il ne m'avait demandé comment je payais mon loyer dans une zone aussi chère de la baie de San Francisco. Il ne savait pas que j'avais été invitée à une table ronde du ministère de l'Éducation le mois prochain, ni qu'un comité consultatif se réunissait avec moi tous les 15 jours pour discuter de nos plans d'expansion nationale. Je ne leur disais rien. À un moment donné, j'ai simplement arrêté d'essayer. Linda, ma mère, m'avait envoyé un SMS ce matin-là. Apporte des talons qui ne font pas trop de bruit. On sera assis près de la scène, et les caméras seront braquées sur Marc. J'ai baissé les yeux vers mes chaussures, des ballerines noires, usées au talon. De toute façon, personne ne prendrait de photos de moi. Par la fenêtre du motel, une enseigne néon vacancy clignotait dans l'obscurité. La limousine, au centre-ville, attendrait sûrement devant le Marriott, avec du champagne frais à l'arrière. Moi, je prendrais un bus urbain le matin, avec 2 correspondances. Personne ne serait là quand on prononcerait mon nom. Et je commençais à me demander si ce n'était pas mieux ainsi. Elle est arrivée juste après 7 heures, enveloppée dans ce même vieux manteau gris qu'elle portait depuis mon lycée. Evelyn Whittaker, ma grand-mère. Elle ne frappait jamais comme une étrangère. Elle tapotait, une seule fois, et entrait sans attendre. J'ai apporté une tarte, a-t-elle dit. Le réceptionniste du motel a voulu me facturer une assiette en carton, alors j'ai pris une serviette. J'ai levé les yeux de mon ordinateur. Elle tenait une petite boîte de pâtisserie marron et quelque chose d'autre sous le bras, des coins épaissis bleu marine, effilochés par le temps. Elle s'est assise au pied du lit comme si elle l'avait fait 100 fois, comme si nous étions à nouveau dans sa vieille ferme du Michigan, où je passais mes étés à construire des bricoles avec des boîtes de conserve et du fil dénudé. Je me suis dit que je te verrais avant demain, a-t-elle ajouté. Ta mère m'a dit que tu serais occupée, mais je me suis dit qu'une fille peut bien trouver un moment pour sa grand-mère, surtout quand la dite fille est sur le point d'obtenir son diplôme en tête de promotion. J'ai souri sans répondre. Evelyne n'a rien dit de la chambre ni de la lampe qui bourdonnait faiblement. Elle n'a pas demandé où Marc logeait. Elle savait. Bien sûr qu'elle savait. Au lieu de cela, elle a ouvert le paquet bleu marine, un vieil album de coupures, à coins cornés et feuilles plastifiées jaunies par l'âge. À l'intérieur, des articles de journaux, des mets imprimés, même un flyer du club de robotique que j'avais fondé à 14 ans.
Tu penses que je ne regardais pas, dit-elle doucement. Chaque fois qu'il levait les yeux au ciel devant tes projets, moi je gardais tout ça. Elle a tourné la page. Une photo de moi à 17 ans, tenant un prix d'innovation au niveau de l'État. Mes parents n'étaient pas venus à la cérémonie. Evelyne m'avait conduite là-bas pendant 5 heures, puis ramenée 5 heures. J'avais oublié à quel point je paraissais petite sur ce cliché. Ils n'ont jamais su où te placer, a-t-elle commenté. Marc, c'était simple, CV impeccable, petit ami stable, chaussures cirées. Mais toi, tu étais trop discrète pour correspondre à leur cadre. Elle a fouillé dans la poche de son manteau et sorti une enveloppe, non scellée, juste pliée soigneusement une fois. J'ai investi en toi il y a quelques années, a-t-elle expliqué. J'ai pris sur les économies de grand-père. Tu m'avais dit de ne pas le faire, mais je l'ai fait quand même. Tu disais que tu me rembourserais. Tu l'as déjà fait. J'ai ouvert l'enveloppe. Dedans, un mémo d'une page adressée au doyen des affaires académiques. Il listait les détails du donateur pour la future annonce. Elle avait signé là où c'était nécessaire, et me laissait la suite. Donne-le-lui demain, avant la cérémonie. Dis-lui la vérité, que ce n'était pas seulement pour toi. C'était pour tous les gamins que tu as aidés. C'est pour eux que la lumière est. Je ne savais pas quoi dire, alors je ne dis rien. Je refermai l'album et le posai doucement sur la commode. Evelyne me tapota la main. Ils ne comprendront peut-être jamais, J.O. Mais quelqu'un comprend toujours. C'est ça sur quoi tu t'accroches. Avant de partir, elle posa un baiser sur ma joue et redressa mon col, comme si j'avais de nouveau 5 ans. Puis, à la porte, elle ajouta. Mais quelque chose avec des poches de main. Tu voudras les mains libres quand les applaudissements commenceront. Le matin, j'ai quitté le motel tôt. L'air était frais, chargé du brouillard matinal californien, et les vitres du bus étaient encore humides de rosée. J'avais moi-même repassé ma toge, l'étendant sur le lit du motel, la lissant à la vapeur de la douche. C'était le plus près du « soigné » que je pouvais atteindre. La robe que je portais en dessous était une vieille robe cintrée bleu marine achetée en solde l'été précédent. Elle m'allait toujours. Evelyne m'avait proposé une de ses broches, mais j'avais refusé. Je ne voulais pas revêtir l'histoire de quelqu'un d'autre aujourd'hui. Sur le campus, l'effervescence avait déjà commencé quand je suis arrivée. Des familles s'entassaient sous des tentes blanches. Les appareils photo crépitaient. Les pères en blazer pointaient les bâtiments comme s'ils les avaient eux-mêmes fréquentés. Je gardais la tête baissée, dépassais les étals de fleurs et les stands de café. Les diplômés se rassemblaient près du hall administratif, les toques à moitié ajustées, les nerfs à vif. C'est alors que je les vis. Richard, mon père, ajustait les boutons de manchette de la chemise de Marc. Linda était à côté, remettant un cheveu en place de Leslie et ôtant du bout des doigts de la robe pastel un faux pli. Marc se tenait droit dans sa toge, exactement comme ils avaient toujours voulu le voir lisse, encadré, facile à comprendre. Je restais un moment derrière un groupe d'étudiants et les observais à travers la pelouse. Ils ne m'avaient pas vu, ou s'ils l'avaient fait, ils ne m'avaient pas reconnu. Juste une diplômée parmi d'autres dans cette mer de toge. J'aurais dû m'y être habituée, pourtant j'ai ressenti une pression vide dans la poitrine, cette vieille douleur d'être proche sans appartenir. Quelqu'un toucha mon coude. Le professeur D'Angelo, chef du département des systèmes appliqués. Il sourit. Johan Whittaker, dit-il chaleureusement. J'espère que tu as laissé de la place sur ton CV pour une ligne de plus. J'ai réussi à rire. Ça dépend. Est-ce que le bureau doyen Weller utilise toujours Times New Roman, taille 12 ? Il a ri avec moi puis s'est penché. Tu as fait du bon boulot. Ne laisse personne aujourd'hui t'en faire oublier. J'ai hoché la tête, la gorge trop serrée pour répondre. Alors que nous nous mettions en file pour la procession, j'aperçus les places VIP. Ma famille était déjà installée au premier rang, section centrale. Une pancarte plastifiée portant « Whittaker » en lettres grasses reposait sur la chaise entre mon père et Marc. Je ne savais pas si elle m'était destinée. Probablement pas. Une petite fille, peut-être 10 ans, était assise juste derrière eux. Elle balançait les jambes et serrait contre elle un programme. Sa mère lui murmura quelque chose à l'oreille en désignant la scène. La fillette me regarda. Je lui souris. Elle me fit un signe de la main. Puis la musique démarra. Nous avancions 2 par 2, la ligne s'étirant comme une respiration lente et délibérée. Je gardais le dos droit, les pas réguliers, le regard fixé droit devant. Je ne les regardais pas en passant. Je n'en avais pas besoin. Je savais qu'ils ne me regardaient pas.
Je trouvais ma place deuxième rang, côté cour. Une bonne place, mais invisible pour eux depuis leur angle. Je gardais l'enveloppe qu'Evelyne m'avait donnée dans la poche de ma toge. Elle semblait plus lourde que son poids réel. Le doyen s'avança vers le podium, accueillit l'audience, remercia les familles. Je jetai un œil autour de moi. Je pouvais nommer la moitié des entreprises affichées sur les bannières suspendues au-dessus du terrain. Certaines m'avaient proposé un emploi. D'autres, j'y avais déjà travaillé. Je n'avais répondu à aucune offre. Je cherchais Evelyne du regard, mais ne la vis pas encore. Elle n'était pas du genre à rester assise. Je l'imaginais faisant le tour du périmètre, observant la mise en place, trouvant le point de vue parfait. Un nom après l'autre était lu, suivi d'applaudissements polis. Mes mains étaient croisées. Mes épaules détendues. Pour une fois, je n'attendais pas que quelque chose tourne mal. Plus maintenant. J'attendais simplement que quelque chose commence. Le soleil perça à travers les nuages juste au moment où le doyen Weller retourna au podium. Il s'éclaircit doucement la gorge, une petite pause plus efficace que le micro pour faire taire la foule. Le rythme des noms et des diplômes avait plongé l'audience dans une attention tranquille. Mais maintenant, son ton changea. Avant de poursuivre la remise des diplômes, commença-t-il, nous souhaitons reconnaître une contribution faite non seulement à ce campus, mais bien au-delà de ses frontières. Je me redressai légèrement, sentant le coin de l'enveloppe d'Evelyne contre mon flanc. Je n'avais pas parlé directement au doyen. Evelyne s'en était chargée. Mais je connaissais les mots qu'elle avait écrits. Je les avais lus 3 fois la veille au soir. Le doyen Weller continua. Chaque année, nous avons la chance d'assister à des réalisations remarquables de la part de nos diplômés. Mais, de temps à autre, l'un d'eux œuvre si discrètement, si obstinément, que l'ampleur de son impact nous échappe, jusqu'à ce que nous prenions enfin le temps de regarder. Je le sentis, ce basculement. Mes parents, 3 rangs devant moi, se redressèrent. Linda baissa son téléphone. Marc inclina la tête. Même Richard, qui n'avait presque pas levé les yeux depuis le début, releva le menton. Cette année, l'université de Stanford est fière d'honorer Joan Whittaker, promotion 2025, dit le doyen, sa voix désormais bien assurée, dont l'initiative éducative en intelligence artificielle, le projet Athena, a touché plus de 28 000 élèves dans des écoles publiques sous-financées à travers le pays. Un bref silence suivit, ce genre de silence qui retient son souffle, puis une vague de chuchotements. Mon nom ne figurait pas dans le programme. C'était volontaire. Je ne voulais pas de gros titres. Je n'avais même pas prévu de monter sur scène, jusqu'à ce qu'Evelyne me rappelle que, parfois, être vu, ça compte. Le doyen désigna l'écran géant derrière lui. Un diaporama démarra, photo de classe après l'école en Virginie occidentale, d'un labo de robotique dans le Montana rural, d'un programme du soir pour adultes dans le Queens. Dans chaque cliché, des élèves penchés sur des ordinateurs portables, des filles en grosses lunettes tenant des microcontrôleurs, des tableaux blancs couverts de codes griffonnés. Grâce à son association, Joan Whittaker a discrètement établi des partenariats avec plus de 60 districts, poursuivit-il. Elle a conçu un programme accessible d'IA pour des communautés souvent exclues, formé des centaines d'enseignants d'écoles publiques, et mis en place un modèle reproductible, aujourd'hui adopté dans 4 autres pays. Je sentis l'air changer. Je ne regardais pas ma famille. Pas encore. Le diaporama passa à une photo que je n'avais jamais vue, moi, accroupie à côté d'une petite fille de 10 ans, toutes deux riant devant un robot qui venait de rater sa démonstration. Je me souvenais du moment, mais pas de la caméra. Plus tôt ce printemps, dit le doyen, Joan est devenue la donatrice principale anonyme de notre nouveau collège des futurs appliqués, consacrant son soutien à une éducation technologique inclusive. L'aile qui ouvrira l'an prochain portera son nom. Les applaudissements commencèrent à monter. Je me levai lentement. Ce n'était pas un réflexe. C'était un choix. Quand je montai sur scène, le vent souleva légèrement ma toge. Mes talons claquaient sur l'estrade. Je sentais chaque pas. Le doyen Weller m'accueillit avec un hochement de tête chaleureux et me tendit la main. « Félicitations, Joan, dit-il. Et merci de nous rappeler ce qu'est le vrai leadership. » Je lui serrai la main, mais je ne pris pas le micro. Ce n'était pas le moment pour les mots. Pas encore. Depuis la scène, je regardais enfin l'audience. Richard était figé, une main à moitié levée comme s'il avait voulu applaudir mais avait oublié comment. Linda serrait le programme de la cérémonie si fort qu'il s'était plié en 2. La bouche de Marc était entr'ouverte, mais aucun son n'en sortait. Je cherchais plus loin, jusqu'à ce que je la voie. Evelyne se tenait juste derrière la clôture, entre 2 photographes.
Elle n'applaudissait pas. Elle regardait. Comme toujours. Comme elle l'avait fait depuis les gradins à chaque foire scientifique où il n'était jamais venu. Les applaudissements durèrent plus longtemps que je ne l'aurais cru. Quand je regagnai ma place, quelqu'un me serra la main. Je ne vis pas qui. Ce n'était pas important. Ce qui comptait, c'était le silence qui suivit, quand ma famille ne pouvait plus faire semblant de ne pas avoir vu. Il m'attendait à l'extérieur du chapiteau de la réception, debout dans la maigre ombre d'une bannière Stanford empruntée. Richard fut le premier à parler. Je ne savais pas. Commença-t-il, mais les mots tombèrent à plat, comme s'il était entré dans une pièce sans se souvenir pourquoi. Je le regardai. Tu n'as pas demandé. Linda fit un pas en avant, la voix à peine tremblante. Johan, pourquoi tu ne nous as rien dit? On aurait. Vraiment, demandai-je, ni amer, ni en colère, juste fatigué. Marc bougea à côté d'eux, les bras croisés. Il baissa les yeux vers l'herbe, puis les releva vers moi. Alors c'est quoi, ça? Un genre de discours? Tu voulais prouver quelque chose? Je faillis sourire. Cette partie de lui n'avait pas changé. Non, répondis-je. Ce que j'avais à prouver s'est prouvé tout seul. Il restait là, encore habillé pour la photo de quelqu'un d'autre. La veste de costume de Marc avait toujours un pli discret à l'épaule, là où mon père l'avait sans doute arrangé plus tôt. Linda tenait son sac comme elle serrait les feuillets de l'église quand je portais les mauvaises chaussures. Richard s'éclaircit la gorge. Pendant tout ce temps, on pensait que tu avais du mal à trouver ta voix. C'était le cas, dis-je. Mais pas de la façon dont vous le pensiez. Il y eut un moment de pause. Pas un silence total, mais quelque chose d'approchant. Ce moment suspendu où plus personne ne sait quoi dire, parce que la version de vous qu'ils avaient en tête ne colle plus. La voix de Linda s'adoucit. On est fier de toi. Et elle le pensait. Je l'entendais. Mais j'entendais aussi tout ce qu'elle ne disait pas. Le regret, la réécriture, la recherche soudaine de nouvelles histoires à raconter à leurs amis. Vous êtes fiers de moi maintenant, dis-je. Maintenant que j'ai fait quelque chose que vous pouvez comprendre. Non, répondit Richard, précipitamment. On était juste. On ne l'a pas vu. Vous n'avez pas regardé. Cela l'arrêta. Juste un instant. Mais je vis que c'était tombé juste. Marc reprit enfin, d'une voix plus basse. Tu diriges un genre de programme pour enfants? Un truc STEM? Ça s'appelle le projet Athéna, dis-je. Ce n'est pas un truc. Ce sont des écoles dans les écoles. Des partenariats, des formations, des avenirs entiers. Mais je ne m'attends pas à ce que tu saches ça. T'étais trop occupé à lire les résultats du ISAT. Il ne répondit pas. Je ne m'attendais pas à ce qu'il le fasse. Derrière eux, je vis un groupe d'enseignants et d'élèves se rassembler près du stand de presse. Quelqu'un me fit signe. L'histoire continuait déjà sans eux. Je réajustai la sangle sur mon épaule et fis un pas en arrière. J'ai une autre réunion, dis-je. Mais si vous êtes encore en ville ce soir, je serai quelque part où ça vaut la peine d'être. Puis je me retournai. Aucun d'eux ne m'appela. Et pour la première fois depuis des années, je n'espérais pas qu'ils le fassent. La route serpentait le long de la lisière des arbres, juste avant que le lac n'apparaisse. Je connaissais chaque virage, chaque pente de gravier. Le vent qui venait de l'eau sentait le cèdre et les étés sur la véranda moustiquaire de mon enfance. Je me garai dans l'allée de gravier, sous le vieux chêne. La maison avait la même allure, volets blancs, peinture écaillée sur les marches, toit un peu incliné au-dessus de la fenêtre nord. Ce qu'il ne verrait pas s'il prenait jamais la peine de regarder, c'était tout ce qu'il y avait derrière. 3 ans plus tôt, je l'avais racheté discrètement. Après qu'un avis de saisie bancaire eût été publié, j'avais fait une offre au nom d'une fiducie. Personne dans la famille ne l'avait remarqué ou alors, personne n'avait posé de questions. À l'intérieur, tout avait changé. La salle à manger était devenue un atelier avec des tables pliantes et des kits de soudure. L'ancien salon du fond était un espace d'apprentissage. Les murs couverts de tableaux blancs, des livres sur les circuits et l'éthique rangés sur des étagères ouvertes. Le canapé grinçait toujours au même endroit. Je traversai la maison en silence, ouvrant les fenêtres pour laisser entrer la brise du lac. À 17h, elles commencèrent à arriver. Pas la famille, les filles. Des élèves de 4e de Flint, une lycéenne de Détroit qui avait passé le semestre à construire son propre module de synthèse vocale. Quelques enseignants, des bénévoles, Aaron, ma coordinatrice, qui avait pris le dernier vol depuis Seattle.
Elles ne posèrent pas de questions sur la cérémonie. Elles savaient déjà. Aaron me tendit une tablette avec les derniers résultats de sondage. Les taux de rétention en Oklahoma ont doublé depuis qu'on a ajouté les modules bilingues, dit-elle. Et ton idée d'adapter les formations pour les grands-parents aidants? Ça fonctionne. Je hochai la tête. Bien. Pas besoin de scène. On avait une longue table pliante couverte d'assiettes en carton et de sandwichs. Evelyn arriva avec des barres au citron qui ne s'étaient même pas effondrées dans le plat. On mangeait sous les guirlandes lumineuses que j'avais accrochées 2 étés plus tôt à piles, jaunes doux, tressées dans les poutres comme des lucioles qui avaient décidé de rester. Une des filles demanda si elle pouvait me montrer son nouveau prototype, un petit robot qui suivait les commandes vocales et s'illuminait lorsqu'il recevait des encouragements. Il aime les compliments, dit-elle. Je souris. Moi aussi. Plus tard, je me tenais au bout du quai. Le lac était calme, le soleil se fondait derrière les arbres au loin. Aucun appel. Aucun message. Pas d'eux. Et curieusement, je ne ressentais aucun vide. La maison était silencieuse maintenant, mais pas vide. Cet endroit avait autrefois été vendu comme sans importance. Il contenait maintenant plus que jamais. Je laissai un mot à la réception de leur hôtel. Juste une carte, pliée une fois, glissée dans une petite enveloppe avec mon écriture sur le devant. Dîner. 19h. La maison du lac. Pas d'adresse. S'il voulait venir, il se souviendrait d'où c'était. À 18h30, je mis la table sur la terrasse arrière. Rien de fancy, juste du poulet rôti, une salade, une carafe de thé glacé. Evelyn m'aida avec les serviettes, les pliant comme sa mère le lui avait appris. Le soleil restait bas au-dessus de la cime des arbres quand les phares tournèrent depuis la route. Ils étaient venus. Pas tous en même temps, pas en disant grand-chose, mais ils étaient venus. Richard sortit le premier, regardant autour de lui comme s'il ne reconnaissait plus l'endroit. Ce qui était vrai. Linda suivit, ajustant la lanière de son sac, les yeux attirés par les fenêtres illuminées. Marc arriva le dernier, plus lentement, toujours dans la même veste qu'auparavant. Je les accueillis en haut des marches. « Contente que vous soyez là, dis-je. » Ils ne répondirent pas tout de suite. Avant qu'on entre, je me tournai vers Marc. « Si tu te gares ici, mets la voiture derrière, dis-je doucement. Les filles laissent leurs panneaux de foire scientifique sécher devant. Elles seront là demain. » Il cligna des yeux. Je n'attendis pas sa réponse. En franchissant la porte moustiquaire, j'entendis Evelyn derrière moi, sa voix si douce que j'aurais presque pu ne pas l'entendre. « Tu ne l'as pas perdu, dit-elle. Tu ne regardais juste pas. »